n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure de la présentation. Nous ferons un plaisir d'y répondre à la fin du webinaire. Et aussi, j'aimerais vous indiquer que nous allons vous adresser un petit questionnaire en fin de webinaire. Donc, je vous remercie d'avance pour vos réponses à ce questionnaire. Donc, concernant vos hôtes pour ce webinaire, je suis accompagné de Camille Lacuve, qui est Technical Manager chez ESBD. Et donc, je suis Rodolphe Masset, Sales Representative, en charge de la distribution de nos solutions de cybersécurité. Donc, concernant le déroulement de cette présentation, tout d'abord, une première partie introduction pour vous présenter ESBD. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous faisons? Quelles solutions nous proposons? Ensuite, nous nous intéresserons à l'évolution du PAM au fil des années, avant de passer à une partie démonstration et bien une session questions-réponses à la fin de cette présentation. Donc, concernant ESBD, qui nous sommes? Eh bien, ESBD, en fait, nous sommes une ESN qui est présente sur le marché européen dans le domaine de la cybersécurité depuis maintenant plus de 10 ans. Comme vous le voyez sur la frise, la société a été créée en 2011 par Jacques Bénard et Ludovic Lemoine, qui sont donc les deux fondateurs de ESBD. En 2019, nous avons connu un premier cap significatif puisque nous avons dépassé le seuil des 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2020, ça a été aussi un autre cap important pour nous, puisque nous avons lancé BBES Group. En fait, nous nous sommes rapprochés de 3 autres sociétés européennes qui sont aussi distributeurs et intégrateurs comme nous, dans le but de créer un groupe européen. Donc, grâce à ce rapprochement, nous avons des bureaux dans 4 pays d'Europe, en France avec les bureaux de ESBD, mais également en Italie, en Allemagne et aux Pays-Bas, avec le siège social du groupe qui est situé à Amsterdam. Et donc, pour nos objectifs à venir, eh bien, c'est le cap vers les 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, concernant nos engagements, eh bien, ESBD, en fait, on vous accompagne du conseil jusqu'à la mise en œuvre des meilleures solutions du marché. Donc, en fait, on est présent pour vous recommander les solutions les plus adaptées à vos besoins et à vos budgets. Nous sommes également présents pour vous présenter en détail les solutions et pour vous accompagner pour la réalisation de POC. Nous assurons également l'installation, le paramétrage avec vos équipes pour les solutions retenues. Nous sommes présents aussi pour la formation de vos collaborateurs et pour les accompagner dans le but d'assurer un transfert continu de compétences. Et enfin, pour vous apporter un suivi et un support technique de haut niveau. Donc en fait, ça montre bien que chez ESBD, nous sommes autonomes pour toutes ces étapes, pour l'ensemble des solutions que nous avons retenues. Donc concernant justement nos cœurs de métier, donc en fait, on propose différentes solutions pour la sécurité des données, des flux, des accès, des systèmes, et également pour l'automatisation des processus. Si on se penche un petit peu plus en détail, on a une solution de transfert géré de fichiers, des solutions de chiffrement de données sur un environnement IBMI, des solutions d'audit et de contrôle des accès aux données et des changements utilisateurs, des solutions également d'automatisation des processus, de l'IAG, gouvernance des identités et des accès, solutions aussi de data classification, donc classification des données, de la protection contre la perte de données, et enfin, une solution également de supervision des vulnérabilités. Donc voilà pour la partie présentation de ESBD. Donc nous allons maintenant passer à l'évolution du PAM et nous allons voir comment nous sommes passés du PAM à la solution SBPAM. Donc tout d'abord, pourquoi SBPAM? Comme vous le savez sûrement, 74% des fuites de données sont liées à des abus de privilèges. En fait, les comptes à privilèges représentent une cible de choix pour les pirates. Ils sont également aussi parfois mal utilisés. Les privilèges peuvent aussi devenir incontrôlables, ce qui augmente les risques. Et en plus de cela, les outils traditionnels du marché sont chers et complexes. Donc en fait, SBPAM, ça va vous permettre de sécuriser, de protéger vos flux et de garder la maîtrise de ces informations
avec un principe de centralisation, puisque une seule console administrateur principale avec laquelle vous allez pouvoir gérer tous vos flux, faire du reporting et également gérer les actions de traçabilité, etc. Vous allez également pouvoir automatiser vos processus avec des exécutions de flux qui vont être basées bien sur des événements, sur de la planification ou du monitoring. Et bien sûr, tout ça est rationalisé. Donc, si on se penche précisément sur l'évolution du PAM, en fait, le PAM, ce n'est pas quelque chose de récent. La première génération des solutions de PAM a vu le jour au début des années 2000, notamment parce qu'il y avait de plus en plus de règles de conformité pour les organisations. Il fallait également que ces organisations gèrent les comptes à privilèges, comme par exemple les comptes administrateurs pour Windows ou les comptes routes pour Linux. Et à cette époque, en fait, on appelait ça le SAPM, qui signifie Shared Access Password Management, parce qu'en fait, simplement, ces comptes étaient partagés entre plusieurs administrateurs. Et donc, il fallait bien planifier l'utilisation des comptes pour que tout le monde puisse les utiliser, puisse y avoir accès. L'avantage en termes de sécurité à cette époque, c'est le fait qu'en fait, les administrateurs utilisaient une méthode qu'on appelle Change on Release, qui consiste tout simplement à changer le mot de passe en fin de session. Et c'est d'ailleurs une méthode qui est toujours utilisée aujourd'hui, notamment avec SBPAM. Et nous allons donc voir cela juste un peu plus tard. Donc ça, c'était pour la première génération des solutions PAM. Vient ensuite, au début des années 2010, la deuxième génération des solutions de PAM, qui est d'ailleurs les solutions que l'on voit toujours aujourd'hui. Donc en fait, la différence, c'est qu'on a ajouté des serveurs proxy. Ça a permis d'ajouter une couche supplémentaire de sécurité. Et on a également fourni d'autres services tels que, par exemple, l'enregistrement des sessions, qui est une fonctionnalité très intéressante et qui est toujours utilisée aujourd'hui. Du point de vue de la sécurité, le principal changement, il est survenu vers 2014, lorsqu'en fait Microsoft a commencé à promouvoir les bonnes pratiques qui étaient fondées sur la séparation des tâches. Donc concrètement, les administrateurs ils disposaient d'un compte utilisateur classique qui était dénué de privilèges et utilisé donc pour des tâches classiques comme l'accès à la messagerie ou l'accès au bureau par exemple. Et lorsqu'ils avaient besoin de réaliser des tâches qui nécessitaient des privilèges élevés, en fait les administrateurs ils avaient plusieurs comptes dédiés pour chaque domaine. Donc comme on le voit sur le schéma avec notre administrateur Bob Smith, eh bien, il possède différents comptes pour tous les différents domaines. Le problème avec cette méthode, c'est que, au fil des ans et avec la multiplication des comptes, on a créé ce qu'on appelle une surface d'attaque. Et malheureusement, les solutions de PAM qui sont conçues pour des scénarios de comptes partagés, elles ne sont pas adaptées à ce type de situation. Donc les coffres-forts de mots de passe empêchent les utilisateurs légitimes d'obtenir plus d'accès que nécessaire. Lorsque l'administrateur Bob a terminé sa session, eh bien, le coffre-fort de mot de passe va changer son mot de passe et Bob Smith va être déconnecté du proxy. Le problème, c'est que les comptes dédiés continuent d'exister une fois la session terminée et avec eux leurs privilèges. Donc, si vous voulez, les pirates, ils ne se soucient pas forcément des mots de passe. Ils utilisent en fait des artefacts qui sont conservés en mémoire dans le but de compromettre des comptes. Et une fois qu'ils ont accès à un compte, ils ont également accès aux privilèges de ce compte. Et donc, toutes les solutions de PAM qui sont basées sur des coffres-forts ne nous protègent pas contre ce type de menace. C'est donc pour ça que SBPAM a vu les choses différemment, avec une méthode qui supprime la surface d'attaque. Donc, c'est sûr que certains comptes, comme les comptes admin, les comptes routes, doivent résider dans un coffre-fort. Et c'est un cas d'utilisation élémentaire qui est pertinent, toujours autant pertinent aujourd'hui qu'à l'époque. Mais les comptes qu'on utilise pour notre travail de tous les jours n'ont rien à faire dans un coffre-fort. Selon l'ancien modèle qu'on appelait Change on Release, on était en fait obligé de mettre au coffre-fort certains identifiants qui n'avaient pas forcément lieu d'y être. Et la seule raison pour laquelle en fait, on continuait à stocker ces mots de passe dans un coffre-fort, c'était en fait tout simplement pour pouvoir connecter l'utilisateur via le proxy la fois suivante. Et donc, hormis l'aspect sécurité, il faut aussi envisager l'aspect responsabilité. Pourquoi est-ce qu'on aurait en fait intérêt à ce que quiconque puisse accéder
à notre compte personnel. Donc, si on réfléchit à la façon dont nous avons procédé jusqu'à présent, on voit toujours notre administrateur Bob Smith qui possède 3 comptes délégués pour 3 domaines différents. Et bien, c'est un peu comme si Bob Smith avait 3 taxis garés devant chez lui. On le voit ici, il y aurait par exemple un taxi qui pourrait aller uniquement au magasin, un autre taxi qui pourrait aller uniquement au bureau et un dernier qui pourrait aller uniquement au restaurant. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une méthode assez ridicule. Et pourtant, c'est de cette façon dont on gère les comptes à privilèges. Dans la réalité, comment est-ce qu'on utilise les taxis? On ne les fait pas stationner devant chez nous. Lorsqu'on a besoin d'un taxi, on en appelle un qui vient nous chercher. On lui indique où est-ce qu'il doit nous emmener. Et une fois terminé, la fois suivante, on appelle un nouveau taxi. Donc si on se pose en fait la question comment devrions-nous gérer les comptes à privilèges, et la réponse est de la même façon dont nous utilisons les taxis. Donc c'est pourquoi en fait SBPAM est la seule solution du marché qui propose la création de comptes à la volée avec des autorisations qu'on appelle just in time, c'est-à-dire que les comptes utilisés pour réaliser une tâche particulière, ils vont être supprimés une fois la session terminée. Donc ça apporte forcément différents avantages. D'une part, c'est la sécurité, puisque ça nous permet de réduire considérablement les risques. Ça nous offre aussi des avantages par rapport à la conformité, puisque ça permet de passer plus rapidement et plus facilement les audits. Et enfin, ça augmente la productivité, puisque on peut équilibrer le confort d'utilisation et la sécurité. La solution SBPAM, c'est également un avantage pour la gestion des identifiants. Ça permet, comme on l'a déjà dit, une réduction considérable de la surface d'attaque grâce notamment aux autorisations just-in-time. Il y a également des fonctionnalités d'audit et de traçabilité grâce à l'enregistrement des sections. Ça permet également la certification des accès. Et enfin, le déploiement de la solution est facile et rapide. Donc, si on regarde maintenant l'intégration au système d'information, vous avez ici sur la gauche les différentes plateformes supportées, avec par exemple Active Directory, Windows, Linux, et aussi les différents systèmes connexes, puisque SBPAM peut par exemple s'interfacer avec un SIEM ou avec des coffres-forts de mots de passe, par exemple. Donc voilà pour la partie présentation. Je vais maintenant laisser la main à Camille, qui va vous montrer comment fonctionne la solution. Merci Camille. Merci Rodolphe et bonjour à tous. Donc au niveau de la solution SBPAM en elle-même directement, qu'on puisse attaquer vraiment dans le produit. Alors c'est un produit qui va complètement s'administrer en web et s'utiliser en web, que ce soit pour les accès aux machines Linux, l'accès aux machines Windows, tous les scénarios, tous les workflows qu'on va pouvoir imaginer autour de l'utilisation de SBPAM, autour des activités just in time. Donc vous voyez à l'écran maintenant en fait 2 fenêtres tout simplement pour des buts de démonstration. Donc d'un côté sur la droite, nous aurons la partie d'un utilisateur lambda qui a besoin de faire de l'activité avec privilège élevé. Et puis sur l'autre écran sur lequel je ne me suis pas encore connecté, ce sera le compte administrateur qui va permettre de gérer toute l'activité, mais aussi potentiellement de la superviser au besoin. Donc au niveau d'un compte utilisateur, vous voyez très peu d'onglets finalement disponibles avec les activités qui sont autorisées au niveau d'un profil. Donc on va pouvoir limiter les activités d'un profil sur un thème 2D, sur des accès données. Pour les accès web, on va pouvoir aussi intégrer dans le navigateur directement un plugin qui va permettre de gérer son activité. Au niveau de ce plugin, ça évitera du coup de faire une connexion sur le portail web pour finalement lancer les activités. Donc tout va se faire de manière un petit peu plus immédiate et toujours dans cette capacité de pouvoir gérer des activités au moment où il y en a besoin. Ça va être surtout pour les sites web, par exemple, pour faire de l'élévation de privilèges, pour créer un compte, pour faire de la supervision sur un serveur métier, pour faire de la gestion de tickets, pour faire de la gestion diverses et variées sur un CRM. Donc tout ce qui est activité finalement vraiment très lié au web.
Pour les accès machines, pour le coup, on va pouvoir se connecter directement via le portail web ou bien même en ligne de commande, hein, notamment pour les machines Linux où on va utiliser une demande de connexion au serveur proxy SBPAM qui lui du coup va créer tout le mécanisme de création des comptes et permettre l'accès sur les différents serveurs. Donc typiquement, si je prends mon utilisateur ici qui est connecté, je vois que j'ai déjà finalement une ressource qui est créée, un accès qui a été créé sur cette thématique ici qui a été créée donc sur cette politique d'accès. Je vais pouvoir aussi tout à fait créer d'autres sessions. On voit sur la session donc les politiques qui sont concernées, avec des noms bien évidemment au choix de l'utilisation de l'administration. On va pouvoir renseigner des notes ou des numéros de tickets dans des cadres de support de manière obligatoire ou non. Et puis, je vais demander sur les différentes ressources qui sont associées à cette politique d'accès, eh bien, je vais pouvoir demander à créer des comptes directement en les sélectionnant. On va bien sûr pouvoir tout sélectionner si nécessaire et demander le démarrage de la session. Au niveau de cette session-là, en fait, quand on va demander le démarrage, donc chose que l'utilisateur ne voit pas forcément. Donc on voit le provisionnement, mais en fait, ça va créer tous les mécanismes, ça va gérer tout le workflow autour de la création du compte administrateur en local, sur un domaine, la gestion au niveau des groupes de l'annuaire, pourquoi pas la création d'un groupe, le lancement d'un script spécifique lié à la création de la session. On va pouvoir aussi monter des shares directement sur la session si nécessaire, hein. Donc on va pouvoir vraiment piloter complètement tout le workflow de création de ce connecteur-là. Mais aussi, on va pouvoir soumettre ce workflow à validation d'un supérieur, d'un super administrateur, d'une personne habilitée à déléguer des privilèges pour finalement que l'utilisateur final puisse accéder à la machine. Sur ce workflow de validation, on a aussi des mécanismes d'escalade si jamais, bien sûr, la personne ne répond pas, elle n'autorise pas l'approbation. Et puis, on va pouvoir mettre en place aussi différents tiers pour que ça soumette plusieurs passes de validation. Donc, si je prends finalement bien, mes deux connecteurs ici, donc ça va créer, pour mon exemple, ce sera de la machine Windows, ça va créer un connecteur RDP. Sur ce connecteur RDP qui va être créé, en tant qu'utilisateur, même si je l'édite, je ne saurais pas ce qu'il y a derrière, quel compte a été créé à part celui-ci. Voilà. Par contre, le mot de passe, je n'ai aucun moyen de le récupérer. Je ne sais pas absolument pas ce qui a été fait. Et comme on va passer par le serveur de proxification pour accéder à la ressource, ça va être un petit peu caché aussi suivant les scénarios envisagés. Donc si je prends mon accès sur ma machine, clairement, voilà, donc j'ai accès sur une machine Windows, sur un serveur distant, je vois en haut de mon écran en plus que ma session est limitée dans le temps. Voilà, donc ça c'est une session qui a été lancée il y a déjà une cinquantaine de minutes. Donc je vois qu'il ne me reste plus que 11 minutes disponibles pour faire mes activités. Au niveau de l'activité utilisateur, finalement, on va avoir accès à une machine donnée avec des privilèges donnés. Et puis, ça va, entre guillemets, s'arrêter là. D'un point de vue administrateur, donc là, je vais passer sur ma connexion admin. Je sors mon petit MFA puisque toutes les connexions vont pouvoir passer par MFA. Alors, au niveau de ce token, ou c'est géré par le produit, ou bien ça va être connecté et interconnecté avec d'autres systèmes déjà en place chez vous, sur votre infrastructure. Je saisis le MFA actuel sur les applis d'authentification habituelles qu'on va trouver sur les différents stores. On va pouvoir mettre en place aussi du Radius ou quoi que ce soit derrière. Et je vois qu'au niveau de mon aspirateur, en fait, je vais retrouver les mêmes tableaux de bord que mon utilisateur, les deux premiers onglets, et puis tout ce qui est configuration finalement des services, que ce soit les utilisateurs, les serveurs qui vont être connectés, la gestion des activités, pour définir vraiment tous les mécanismes derrière. Donc au niveau des sessions qui sont en cours, donc là je vois que par exemple je pourrais avoir des approbations, eh bien je vais pouvoir dire, si je la sélectionne, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais avoir une trace complète de tout ce qui s'est passé, de ce qui a été fait, le fait que les objets ont été rajoutés au groupe d'admin, dans d'autres groupes derrière, puisque là je vois ici que l'utilisateur a été ajouté à un groupe particulier. Donc on va savoir vraiment tout le détail de tout ce qui s'est passé autour de cette activité. Et puis pour peu qu'on l'ait activé,
je vais pouvoir voir aussi ce qu'il se passe au niveau de cette activité-là. Voilà, donc une activité en login, le petit bouton de supervision, et je vois tout ce que l'utilisateur fait. Donc là, je vois bien que ma session finit prochainement. Alors, je remets ça correctement pour votre affichage, donc ce que voit l'utilisateur, ce que voit l'administrateur. Et en tant qu'administrateur aussi, je vais pouvoir potentiellement ou kicker l'utilisateur, puisque l'utilisateur final va faire des scénarios intrusifs ou qui dépassent le cadre de l'intervention voulue. Mais je vais pouvoir aussi finalement juste locker la session avec un petit message et où on va pouvoir aussi prévenir le fait que l'utilisateur relance une session, retente de se connecter et refasse tout un workflow de création de compte. Donc là, je lui bloque sa session et vous voyez automatiquement sur la partie droite, sur la partie utilisateur, eh bien, le compte a été locké avec le warning en disant attention, votre activité a eu a priori un préjudice. Donc là, c'est l'occasion de contacter justement la personne responsable et de dire non, non, c'est normal ce que je faisais, et auquel cas on va pouvoir du coup débloquer la session. Et l'utilisateur final va pouvoir reprendre la main. Alors, ce blocage de session va aussi marcher sur la partie web quand on passe par le plugin, hein, bien sûr. Donc très brièvement, vous voyez, hein, au niveau d'une activité, je vais vraiment pouvoir savoir tout ce qui se passe et puis je vais avoir accès à tous les historiques de création, hein. On voit par exemple des ratés, des réussites, les différents comptes initiateurs de la session et puis aussi tous les comptes qui ont été générés automatiquement par SBPAM pour l'activité. Donc le compte utilisateur, lui, n'a qu'un seul compte connu, avec des droits, des privilèges qui sont restreints au strict minimum. Et puis, pour le besoin de l'activité, un compte a été créé à ce niveau-là, mais ça pourrait être aussi finalement l'utilisation d'un compte dans un coffre-fort. Ça pourrait être d'autres mécanismes de création de compte, hein, puisque le produit va permettre de gérer les workflows. Donc là, on est vraiment sur le cas d'usage standard de SBPAM pour faire cette création de compte à la volée au besoin. Voilà, donc de manière très rapide et succincte pour vous donner un premier aperçu du produit. Donc je vais relaisser la main à Rodolphe pour la suite de ce webinaire. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Camille. Du coup, maintenant, je vais repartager mon écran. Maintenant que la partie démonstration est terminée, on va pouvoir passer à la partie questions-réponses. On va avancer. Je vois qu'il y a déjà des questions qui ont été posées dans le chat. Donc la première question, c'est est-ce que l'outil s'installe sur un serveur à part qui a la main sur l'AD? Alors, l'outil s'installe en effet sur un serveur à part, de préférence avec un compte, en tout cas pour la création des privilèges, on aura besoin d'un compte qui a les droits, pas forcément la main sur l'AD, mais qui aura les droits de créer les comptes, ou en tout cas d'exécuter les commandes qu'on va vouloir lui envoyer. Donc, on est sur un compte lui aussi à droit restreint, de sorte à vraiment avoir qu'un accès limité sur les interactions AD. Ok. Et Olivier a posé une deuxième question aussi. Est-ce qu'on peut coupler du MFA de type OTP et aussi de type dongle USB, entre parenthèses MFA via support physique? Oui, que ce soit de la carte de lecteur, de la clé USB ou genre de mécanisme d'authentification, en effet, on va pouvoir les coupler. Chose qu'on n'a pas montré non plus, hein, au travers du webinaire, c'est qu'on va pouvoir aussi s'interfacer avec du SSO, hein, pour les sessions web. Donc voilà, beaucoup de mécanismes de sécurité intégrés. Merci Camille. Pour le moment, on n'a pas d'autres questions. Donc, en attendant de voir si d'autres questions sont posées dans le chat, on avait reçu aussi des questions de personnes qui ne pouvaient pas participer, qui voulaient quand même nous poser les questions pour voir le replay. On a reçu une question, quel est le mode de licensing de la solution? Donc, pour ça, en fait, c'est un engagement pour 3 ans qui est prépayé. Et le montant de l'engagement va dépendre en fait du nombre d'administrateurs nommés dans la solution, avec donc un premier pack de 5 administrateurs.
On avait également reçu une autre question qui était « Est-ce que les comptes de service sont gérés ?» Et donc pour ça, la réponse c'est oui. Les comptes de service sont bien gérés dans la solution. Même une précision à ce niveau-là, si ceux-ci sont configurés sur un service Windows, on peut aussi gérer la rotation de mot de passe et le service ne sera absolument pas impacté. Merci pour la précision, Camille. Et du coup, on avait aussi une autre question qui était « Est-ce que les comptes administrateurs sont gérés par le soft ?» Donc là aussi, Camille, la réponse est oui. Je ne sais pas si tu as une autre précision à nous apporter. Alors, pas de précision, et je vois quelques questions qui arrivent dans le chat aussi au passage. Oui, c'est ça. Qu'en est-il des profils locaux créés sur les serveurs étant donné que les comptes sont temporaires? Sont-ils supprimés lorsque l'utilisateur se déconnecte? Alors c'est vrai que je ne vous ai pas montré non plus toutes les traces serveurs qui ont été générées derrière, que ce soit au niveau des comptes locaux ou des comptes domaines. Mais en effet, alors plusieurs mécanismes en fait, hein. Donc par rapport à la session en elle-même, les comptes temporaires sont supprimés pour peu qu'on coche la case de suppression, mais c'est le mode de fonctionnement par défaut proposé par l'outil. Donc quand l'utilisateur se déconnecte, oui, les profils sont supprimés. Mais en plus, on a des mécanismes dans SBPAM qui vont permettre de manière planifiée de vérifier que les comptes présents sur les différentes machines, sur les différents serveurs, ne soient que les profils autorisés. Si les profils ne sont pas déclarés, on va les supprimer automatiquement pour éviter justement que quelqu'un profite de son élévation de privilège pour se mettre en place une backdoor. Donc non seulement il y a cette création de profil temporaire, mais en plus il y a cette supervision de la machine de sorte à ce que la sécurité soit toujours cohérente sur le serveur. Et merci Camille. On a aussi une autre question de Olivier Gosselin qui dit « Ça fait un SPOF si un seul serveur contenant l'outil, le serveur peut-il être doublé ?» Oui, le serveur peut en effet être redondé et en effet, oui, si on met qu'un seul serveur, ça peut faire un point de filure. Évidemment, des mécanismes sont en place pour éviter ce genre de point de filure. Très bien. On n'a pas d'autres questions dans le chat. J'avais reçu une dernière question qui était « Quel est le temps moyen d'implémentation de la solution ?» C'est très très rapide. En général, la solution, elle peut être installée en une demi-journée. C'est ça, Camille? C'est ça. Après, il y a toute la partie configuration personnalisée, bien sûr, qui peut prendre un petit peu plus de temps. Mais comparé aux autres solutions du marché, on parle de quelques jours pour l'installation et non de quelques semaines ou quelques mois. Donc c'est assez simple et assez rapide. On a une autre question. Cela nécessite une installation d'un add-on sur chaque serveur managé ou fonctionne via RPC VIX? Absolument pas. Alors, j'explique dans le mécanisme, en fait, pour chaque serveur qui vont être gérés, on va mettre en place justement ou des comptes d'activité qui vont gérer cette activité-là, ou bien tout va se faire finalement via du scripting, donc via du PS Remote, via du SSH pour les gestions des ressources. Au niveau de cette création, de ce workflow de création, on va pouvoir exécuter finalement du script ou des choses comme ça localement sur le serveur, de sorte à ne pas avoir besoin d'installer des add-ons. Donc vraiment, toute cette centralisation de l'information va se gérer sur les serveurs SBPAM. Donc il n'y a pas besoin d'installer d'add-on, de plugin, de service ou quoi que ce soit avec tous les problèmes afférents qu'on pourrait avoir. Donc oui, ça va fonctionner via les couches infra, les couches serveurs et par de la commande à distance. Merci Camille. On a reçu une autre question. Le nombre de ressources gérées est-il limité? Eh bien non. La seule limitation par rapport au licensing, c'est le nombre d'utilisateurs qui ont besoin de faire de l'élévation de privilèges. Après, au niveau du nombre de ressources, au niveau du nombre de politiques de sécurité aussi, ça va être complètement illimité. Super, encore une question. Est-ce qu'il est possible de déclarer des conditions de connexion liées à l'équipement à partir duquel est initiée la connexion? Par exemple, si PC non à jour et pas d'antivirus, refuser la connexion via la passerelle. Alors, ça va être une réponse de Normand.
désolé, ça va être oui et non. C'est-à-dire que par défaut, non, mais dans le scripting qui est lancé au démarrage de session, on va pouvoir mettre de l'intelligence dessus et du coup récupérer le build du serveur, récupérer le statut et du coup empêcher cette connexion. Super. Merci Camille. Écoutez, pour le moment, on n'a pas d'autres questions. Donc, comme je vous le disais, en fait, on va vous adresser un petit questionnaire qui va apparaître sur vos écrans. C'est dans une démarche qualité, savoir si vous avez apprécié le webinaire ou non. Donc, merci beaucoup pour vos réponses qui vont grandement nous aider. S'il y a d'autres questions aussi, n'hésitez pas à les poser encore dans le chat. Hop, et le temps que tout le monde réponde à ce petit questionnaire, encore merci pour vos réponses. Je vois qu'on a déjà quelques réponses. Ça me permet de vous afficher aussi la fiche contact. Donc, si vous souhaitez recevoir la présentation ou si vous avez encore d'autres questions ou si vous souhaitez également qu'on vous fasse une présentation un peu plus personnalisée, vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse sales@esbd.eu ou vous pouvez également me contacter directement à l'adresse rmassé@esbd.eu ou aussi ma collègue Stéphanie Gaillard qui est également en charge de la distribution de nos solutions de cybersécurité avec son adresse sgaillard@esbd.eu. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur notre site web ou nous appeler directement par téléphone. Donc, le replay, comme je l'ai dit en début de session, le replay de la présentation va vous être envoyé assez rapidement. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas si vous avez encore des questions à nous contacter. Je vous remercie tous de votre participation et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci beaucoup, au revoir.